Ça doit être un mouvement qui commence aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'avion électrique de transport régional ou commercial qui utilise des nouvelles technologies. Il faut des solutions drop-in, c'est-à-dire qu'on garde l'avion tel qu'il est, on garde les moteurs tels qu'ils sont. Par contre, comment penser les avions du futur, puisqu'on peut se permettre des nouveaux choix techniques? Bah là, posons-nous plein de questions, ouvrons les domaines. Salut à tous, bienvenue sur Jumpseat. Voilà, on est ravis de vous retrouver. C'est vrai qu'il y avait un petit break la semaine dernière, il n'y avait pas l'émission du mardi. C'est pour ça qu'on est très heureux de se retrouver pour ce rendez-vous hebdomadaire de Jumpseat. Bienvenue à toutes celles et ceux qui sont déjà sur le chat, vous êtes déjà nombreux, ça c'est vraiment chouette, ça nous fait à chaque fois chaud au cœur. Et ça va être passionnant aujourd'hui, passionnant. On va parler de l'avenir qui est plus si loin, l'avenir proche, l'innovation à travers l'hydrogène. On va faire bientôt, on l'espère, voler, ça commence à être un petit peu le cas, des avions grâce à ces technologies de propulsion verte, propre, on peut peut-être le dire comme ça, on va en parler. J'arrête le suspense. Notre invité, c'est Valentin. Welcome on board. Regardez avec ce sourire, tout ça, cette fraîcheur sur le plateau. Valentin, bienvenue à bord. Merci. Valentin Chaumel, tu es cofondateur de la start-up Cocorico Beyond Aero. Tu es arrivé ce matin de Toulouse et un grand merci d'être là. Avec plaisir, merci de l'invitation. Je dirais ça tombe bien parce que vous avez une actualité très importante puisque vous avez fait voler votre prototype d'avion hybride électrique hydrogène il y a quelques semaines. Jours. Exactement. Ouais. Premier vol réussi alors. Exactement, même une première petite campagne, puisqu'on a fait quand même quelques journées de vol. On a fait deux vols qu'on appelle complets, et avant ça, on avait fait un certain nombre de ce que nous on appelle des sauts de puce, qui sont des rester sur la piste, décoller et se reposer avec petit à petit prendre un peu d'altitude. On a construit ce projet il y a maintenant autour de 3 ans à peu près. Donc on a commencé avec l'idée de faire voler quelque chose avec un pilote à bord, dans la direction après de faire des choses, des projets plus conséquents et plus importants en puissance plus tard. Et à l'époque, on a commencé par discuter avec plein de gens dans l'écosystème. Donc on a fait autour de un peu plus de 220 entretiens techniques avec plein de gens dans l'écosystème. Et on en est arrivé à une conclusion qu'il y avait quelque chose à faire dans ces ULM classe 3 sur lesquels on peut se servir de plateforme pour essayer de faire des choses en électrique. Et c'est comme ça qu'on a découvert ce monde de l'ULM, où on n'était pas du tout des experts du monde du ULM à l'époque. Et on a discuté avec pas mal de gens, que ce soit au niveau hydrogène, au niveau électrique, mais aussi au niveau ULM. Et Géant Aviation est rapidement ressorti, puisque c'est un avion de montagne, c'est un avion à décollage court, c'est un avion assez robuste, c'est un avion qui a beaucoup de retours d'expérience, et Géant Aviation est une entreprise qui produit, pas de bêtises, mais entre 10 et 15 appareils par an, donc qui a une production significative. Et nous, à l'époque, c'était quelque chose qui était assez important et rassurant de pouvoir aussi s'appuyer sur une expérience d'un avionneur existant à l'époque. Et donc, le projet s'est monté en partenariat avec un certain nombre de partenaires, dont Géant Aviation sur la plateforme, qui est en effet ce qu'on appelle un rétrofit, on a une modification de la cellule et puis surtout du système de propulsion, mais qui bénéficie complètement de toute l'expérience et tout le passif de Géant Aviation. Donc le candidat idéal. L'ULM G1 est présenté sous différentes configurations, notamment il est utilisé pour faire de l'épandage agricole, mais de la surveillance aussi. Donc ça veut dire que G1 a l'habitude d'adapter, de transformer son ULM. Exactement, il y a une version hydravion aussi. Il y a une version hydravion, oui, c'est tout à fait. Et le fait de faire les essais sur place à Gap, là où est construit l'ULM, là où est l'outil de production, ça a dû quand même vous faciliter la vie. Exactement. Déjà les réglages jusqu'au roulage, être avec tout le personnel de Géant Aviation, ça aide beaucoup. Et de travailler, comme discuté juste avant, avec Paul Prudent, qui est aussi un pilote parmi les plus expérimentés sur cet appareil, et qui a pu, de qui on a aussi pu bénéficier de tout le retour d'expérience dans toute la préparation du projet, jusqu'à cette préparation de campagne d'essai en vol, jusqu'au vol, avec tous ces retours-là. Donc c'est vrai que c'est un vrai lien de partenariat avec Géant Aviation, dont on est très content. Et donc, tu dis, ça a commencé, il y a 3 ans ? Il y a autour de 3 ans, exactement, peut-être un tout petit peu plus. À l'époque, on était 3, où c'était pas encore un projet très défini. Et donc, à l'époque, avant ça, on avait fait un petit drone
C'était de l'aéromodélisme à hydrogène, exactement avec à peu près la même architecture que ce qu'elle est aujourd'hui, mais juste à l'échelle réduite. C'était un petit drone de 12 kg et 3 mètres d'envergure qu'on avait fait voler sur les terrains de La Rochelle. Et donc là, l'idée, c'était de passer à l'échelle suivante. C'est pas non plus du monde certifié, c'est pas du monde du développement avion comme ça le sera plus tard, mais de faire ce pas vers quelque chose de représentatif, aller vers la représentativité. Et donc c'est là qu'on avait fait un certain nombre d'entretiens qui nous avait fait converger vers prendre une plateforme robuste et essayer de l'adapter. On peut faire quelque chose. L'avantage que ça avait aussi, c'est que sur ces niveaux de puissance-là, on peut utiliser et travailler avec des composants du monde automobile, sport automobile et moto, et donc avec des composants quand même accessibles, à des prix raisonnables, avec des délais de livraison raisonnables et à quand même très très bonne performance. Donc on a pu finalement travailler dans cet écosystème-là, qui sera pas le même écosystème que pour l'avion plus tard, mais ça permettait de réellement mettre les mains dedans. La production d'hydrogène, il y en a depuis des années, mais par contre dans l'aéronautique c'était pas connu, donc ça permet de mettre un premier pied à l'étrier en parallèle des développements de l'avion. Comment ça s'est passé ce premier vol? C'est quand même... Avec beaucoup d'émotions. Ouais, j'imagine. Hein. Peut-être qu'on peut repartir en arrière sur la chronologie. Quand on sélectionne cet appareil, il y a donc 3 ans, on commence. Il y a deux choses. Il y a la modification de cette cellule. Donc on commence déjà par la scanner en 3D, la modéliser en environnement numérique pour retrouver aussi certains points de fonctionnement. On a fait des essais en vol instrumentés sur une plateforme thermique pour retrouver des points de fonctionnement. À partir de là, pour pouvoir modifier, on modifie pas le centrage, mais on modifie quand même pas mal le bilan de masse de cet avion. Donc être capable de modéliser finement ça d'un côté, et de l'autre côté développer un système autour de 100 chevaux complètement électrique, capable de propulser cet avion. Donc on a mené ces deux développements en parallèle, qui a mené en effet à des bancs d'essai au sol de tout ce système-là, après de pouvoir intégrer l'un dans l'autre. Et depuis décembre, de mémoire, l'avion après est allé à Gap pour tout le montage, tout le reste, les tableaux de bord, les réglages de toutes les parties mobiles, les freins, les verrières, les portes, etc., jusqu'à les roulages, puis les premiers vols. Et le premier vol? Exactement. Beaucoup d'émotions. Pour l'instant, le but était d'aller en vol. C'était le projet depuis le début et le faire correctement. Déjà, beaucoup de travail en amont sur les essais au sol. Et après, honnêtement, beaucoup de professionnalisme de toutes les équipes d'essais au sol. Le lien avec la tour de contrôle, le lien avec le pilote. Par rapport à un ULM classique, par exemple, il a vu une différence, non? En effet, le bilan de masse est différent. Il y a quand même beaucoup de systèmes. Il est quand même entouré de beaucoup de systèmes, puisqu'il a sa pile à combustible à côté de lui. Il y a des réservoirs dans le dos. Il y a beaucoup de systèmes à l'avant. Mais finalement, il a un bon retour. Tout s'est bien passé. Ouais. Vous aviez installé des capteurs à l'intérieur? En tout, il y a il y a 2000 variables et autour de 500 capteurs. Après, on a des variables recombinées après pour exploiter les données. Et on avait une télémesure au sol pour suivre toutes les données depuis l'avion. Donc on avait des retours vidéo et des retours des capteurs durant tout le temps du vol. Et puis maintenant, on est rentré dans la phase d'exploitation des données. On en avait déjà exploité énormément lors des campagnes sol, donc on avait pris un certain nombre d'habitudes. Mais oui, maintenant retrouver les liens entre la dynamique de vol et les différents comportements des systèmes. Un des exemples un peu anecdotique, mais qui est quand même intéressant, les variations de pression atmosphérique avec l'altitude que prend l'avion a un impact sur le compresseur qu'on ne voit pas sur un système sol ou sur une voiture. Une pile à combustible, qui est le cœur du système, fonctionne par une électrolyse inverse. Donc on met de l'hydrogène qui est stocké dans un réservoir, et il faut de l'oxygène qu'on vient chercher dans l'air. Et on le veut les deux à peu près au même comportement, aux mêmes propriétés physiques, de température, de pression et d'humidité, pour qu'elle puisse avoir une réaction d'échange protonique dans la pile à combustible. Et donc pour caser les mêmes propriétés, comme l'hydrogène arrive à une certaine pression d'un côté, il faut que l'oxygène arrive d'une pression équivalente de l'autre côté. Donc on a un compresseur d'air qui permet de monter la pression, et puis après on a des différents systèmes qui permettent de gérer l'humidité, gérer la température, pour que tout le système fonctionne de façon nominale. Est-ce que c'est un des points complexes de cette solution ? Alors, c'est un système qui ressemble à un système assez complexe. Il y a en effet beaucoup de boîtes, beaucoup de câbles, beaucoup de systèmes. Par contre, c'est un système qui est assez fiable, assez résilient, parce qu'il n'y a pas de partie tournante, très peu, à part le compresseur et le moteur, mais qui sont deux moteurs électriques qui ont des très bonnes fiabilités. Et il n'y a pas la température aussi, et pas de température extrême. C'est très maîtrisé, puisque finalement, on a des boucles de refroidissement partout pour conserver des plages de température. Donc c'est des systèmes assez complexes à installer, mais par contre à maintenir, ça se fait assez bien. D'accord. Donc voilà, propulsion hydrogène électrique. C'est un avion électrique. C'est un avion qui électrique. L'hélice est reliée uniquement à un moteur électrique. Après, ce qui varie, c'est les sources d'énergie apportées à ce moteur électrique.
Donc là, on en a deux. Une principale qui est le système hydrogène, qui sera celui qui fera toute la croisière de l'avion. Et pour aider au décollage et pour pas dimensionner notamment le système thermique sur un point de fonctionnement de décollage, on a une hybridation avec des batteries de puissance uniquement. C'est une batterie de puissance pure qui permet de donner un peu de puissance au pilote quand il en a besoin, notamment au décollage. Donc pour le décollage, on a des batteries qui sont déjà chargées, qui permettent d'apporter de la puissance. Qui sont chargés par la pile à combustible juste avant le décollage. Juste avant le décollage, chez la pile à combustible. Exactement, pendant le roulage, la pile à combustible précharge les batteries. D'accord. Et pareil, pendant le vol, si on veut recharger les batteries. Il est possible de recharger les batteries en vol grâce à la pile à combustible. En termes d'énergie, c'est assez anecdotique, mais physiquement, oui, c'est possible. Et sur l'avion, on en parlera tout à l'heure, l'avion plus gros, ça sera important, dans le cas de problématique à l'atterrissage, de pouvoir repartir. Il faut pouvoir avoir cet apport de puissance supplémentaire. Donc c'est pour ça une bonne gestion de l'énergie. Ouais. 5 grosses batteries, 3 grosses bouteilles d'hydrogène gazeux. Les 3 réservoirs rentrent dans la partie bagage initialement prévue du G1. Donc derrière le pilote, il y a 3 grosses bouteilles d'hydrogène. En largeur, exactement. Qui sont en largeur, d'accord. En appui, donc on a les 5 grosses batteries pour entraîner un moteur électrique d'une puissance maximale de 58 kW, c'est ça? Je crois qu'on est un peu au-dessus. On est à l'hélice, on est à un équivalent de 100 chevaux. C'est à peu près un tout petit peu moins que le moteur qu'on remplace. Alors, on est en train de voir à l'écran le banc que vous avez à Toulouse, c'est ça? Alors, qui maintenant est dans l'avion. Maintenant, on n'existe plus en tant que tel. Mais c'est ça, pendant l'année où on a développé ce système, pareil, également avec des partenaires du monde automobile et du monde du sport auto, notamment donc H2 Motronics pour pas les citer. Donc ça, c'est tout le système testé dans une salle dédiée au développement pour atmosphère explosive, notamment avec l'hydrogène. On voit l'avion il y a 1 an, à côté du système. À l'époque, on n'avait pas encore fait tout le travail d'intégration. Ça, vous l'aviez exposé au Salon du Bourget, Exactement. Cette architecture-là. Exactement. Ouais. On a enlevé tout le câblage basse tension pour simplifier un peu le système. Mais exactement, c'est ce qu'on avait montré dans notre chalet du Bourget en juin dernier. Et donc les bouteilles, il y a une autonomie, non? Les 3 bouteilles, ça permet... Donc on a testé au sol 30 minutes de vol à plein régime de croisière. On n'a jamais cherché à avoir du temps de vol et de la distance franchissable maximale. L'idée, c'était d'aller au vol, de maîtriser ce qu'on faisait, et notamment pour des sujets d'approvisionnement, ces réservoirs-là étaient plus facilement disponibles, donc c'est pour ça qu'on a travaillé avec cela. Et une fois que les 3 bouteilles sont vides, donc c'est-à-dire qu'on n'a plus d'hydrogène pour alimenter la pile à combustible, on ne peut plus produire d'électricité pour propulser l'avion. C'est ça. Alors par contre, on n'arrive jamais à zéro, c'est une pression qui baisse, et donc en fait, on vient avoir une lecture de la pression restante dans les réservoirs. Ça a un avantage qui mesurer une pression résiduelle dans un réservoir, on sait très bien le faire, de façon très précise, beaucoup plus précisément que sur un pourcentage de batterie restant dans une batterie qui se décharge. Donc oui, comme dans un avion, il peut y avoir la panne sèche, mais qu'il a une lecture de pression et pas une lecture de quantité. Parce que donc la finalité, c'est pas de faire voler un G1 à hydrogène. La finalité, c'est autre chose quand même. C'est de décarboner l'avion encore. Exactement. Malheureusement, en fait, il y a quelques limitations à faire ça sur un rétrofit du LM. Déjà, on a sacrifié un passager et le copilote et l'espace bagage. On est à masse maximale tout le temps du vol, puisque l'inconvénient de l'hydrogène, c'est quand même qu'on a ces réservoirs qu'on garde, là où l'hydrogène est assez, en tant que tel, en tant que molécule, est assez légère. Et puis on a un système qui est quand même extrêmement cher pour ce marché de l'aviation générale. On trouve que sur l'aviation d'affaires, sur des véhicules, des aéronefs plus gros, ça peut faire beaucoup plus de sens, notamment d'un point de vue économique. Donc c'est ça l'objet de Beyond Aero, c'est de proposer à terme un avion d'affaires à hydrogène. C'est un avion électrique. On a réfléchi en prenant du recul un peu sur l'aéronautique. On s'est dit, un jour, ça sera électrique. Personne n'est d'accord, et même qu'importe. Ça peut prendre peu de temps ou très longtemps. Ça peut passer par de l'hybridation, ça peut passer par plein de choses pour y arriver. Notre thèse de base, c'est qu'un jour, ça sera électrique. Et donc, à partir de là, on s'est dit, super, si un jour c'est électrique, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour aider à cette électrification de l'aviation? Et on est parti de plusieurs principes. Commençons petit, mais concret. Donc c'est pour ça qu'on a commencé au tout début avec un petit drone dont on parlait tout à l'heure, puis un ULM, un classe 3, puis qu'est-ce qu'on peut faire comme plateforme qui ne soit pas trop grosse et comme développement qu'on pourrait jamais financer en tant que jeune entreprise, qui peut toucher un marché où il y a un intérêt de la part de potentiels clients, prêts à payer pour cette technologie. Donc on s'est mis à travailler sur ce segment de l'aviation d'affaires, qui sont des avions de taille plus raisonnable que l'aviation commerciale, qui volent quand même moins,
qui peuvent investir dans des technologies, beaucoup de technologies, hein, les winglets, le composite sont arrivés par le Learjet 28 et le Falcon 900. Donc finalement, un certain nombre d'innovations sont financées par ce vecteur de l'aviation d'affaires. La décarbonation de l'aviation d'affaires, on en parle beaucoup, alors surtout en France, mais c'est un vrai impact pour ces utilisateurs-là. Et donc finalement, on se pose la question, donc on va discuter avec des clients, avec des fournisseurs, voir qu'est-ce qu'on peut faire sur ce marché-là. Le projet derrière le vol d'un ULM, c'est d'arriver, l'ambition de produire un avion d'affaires, un petit jet à hydrogène. Exactement. Enfin, vous vendez ça comme demain l'avion sera électrique. Or, quand on est grand public ou dans les médias, tout ça, on entend souvent une nuance entre il y aura des avions électriques et il y aura des avions aussi à hydrogène. Il y a deux grandes technologies. Il y a de la combustion. Et là, on peut faire de la combustion de plusieurs choses. De Jet A1, on peut faire de la combustion de fuel synthétique, on peut faire la combustion de fuel, on peut faire la combustion d'hydrogène. C'est une molécule qui peut se brûler dans une turbine. Et le moteur à piston. De l'autre côté, il y a les avions électriques avec un moteur électrique. Mais à la fin, le moteur est électrique et il a un certain comportement, un certain niveau de bruit, un certain niveau des nouvelles variables liées à l'électrique. Et après, la source d'énergie qui alimente ce moteur électrique peut varier en fonction des acteurs. Ça peut être de l'hybride, ça peut être de la pile à combustible, comme nous on fait, ça peut être de la batterie. En fait, l'écosystème entier cherche entre ces technologies de combustion, ces technologies électriques, à essayer à trouver les bons choix pour l'aviation de demain. Est-ce qu'il y a une peur de l'hydrogène ? C'est une question qu'on a pas mal et c'est un vrai sujet. On a le Heidelberg un peu aussi tous à l'esprit. C'est assez différent du kérosène. Il n'y a pas de risque largement supérieur. Par contre, c'est des niveaux, et c'est de la sécurité, c'est des risques qui sont différents. On a une plus faible détonabilité que le kérosène. C'est moins explosif. Ça peut être explosif en environnement très contraint si on vient l'enfermer dans une case, par exemple. Là, on peut atteindre des niveaux de détonabilité, mais le kérosène a de la détonabilité qui est supérieure à ça. On n'a pas les produits de la combustion, par exemple. Le kérosène, lorsqu'il brûle, c'est une fumée épaisse qu'on voit. Là, on n'a pas de produits de combustion, enfin, en tout cas de toxiques pour la santé. On ne fait pas de tapis de feu, par exemple. Ça ne peut pas faire une flaque par terre, puisque c'est un gaz, ou même en liquide, ça se vaporise très vite. Ça a une très forte volatilité, donc dès que c'est aéré, ça vient se disperser assez pour que ce soit beaucoup moins dangereux. Donc il faut pouvoir le détecter, il faut pouvoir le traiter. Après, il y a des risques, et c'est ceux-là qu'on connaît, de risques diminués par rapport au kérosène. On connaît beaucoup ceux de la flamme invisible. La combustion de l'hydrogène, si un jour ça prend feu, c'est une flamme tellement bleue, enfin on est sur le bleu quasi invisible à l'œil nu, qui chauffe moins, donc on a moins de sujets de radiation thermique de cette flamme-là, mais on ne la voit pas. Et le risque principal, qui est la suffocation, puisqu'on ne sentirait pas s'il y avait de l'hydrogène dans l'air. Par contre, une fois qu'il est dans le sang, après ça devient toxique. Donc c'est pour ça qu'il faut être capable de le détecter, de le ventiler, pour ne jamais tomber dans des cas de feu, parce que ça se ventile assez bien. Donc il faut vraiment le détecter, le ventiler, pour ne pas tomber dans des cas de feu ou d'explosion. C'est des nouveaux risques qu'il faut apprendre à gérer. Parce qu'après, il faudrait une certification. Donc Exactement. Étudier toutes ces contraintes. Exactement, on n'est pas les seuls, hein, et les autorités de certification ne nous ont pas attendu non plus pour travailler sur le sujet, les groupes de standards. Donc on a rejoint les différents groupes de standards en Europe et aux États-Unis pour participer à notre échelle à ces sujets de certification. Alors, pour revenir à l'hydrogène, dans la nouvelle dynamique de l'hydrogène, celui qui fait figure de précurseur, ZeroAvia. Eux, donc, ils ont déjà fait beaucoup de vols. Leur démonstrateur, il est beaucoup plus gros que le vôtre. Est-ce que c'est une technologie comparable ou c'est quelque chose de différent ? C'est assez comparable. On est finalement un tout petit peu, un peu moins puissant, mais on est du niveau d'ordre de grandeur de leur premier démonstrateur sur un Piper à l'époque. Et maintenant, ils sont passés sur un Dornier avec des échelles à 600 kW. Donc, la technologie là-bas, une pile à combustible, un compresseur à air, un moteur électrique, ils ont de l'avant, puisqu'ils ont commencé quand même 2015, 2016, quelque chose comme ça. Eux se positionnent, de tout ce que j'ai compris, sur être le motoriste hydrogène électrique, de ces systèmes-là, de ces avions du futur. Ils ont encore, en fait, ils sont en plein développement de leur système, pleine certification. Donc on les a vus travailler avec Airbus, avec les EASA, avec la CAA en Angleterre, voler beaucoup, en effet. C'est super que cet écosystème continue de travailler ensemble. On peut citer Universal Hydrogène aussi, qui a également volé aux États-Unis. H2Fly en Allemagne. Alors, les Italiens avaient volé, on vole un peu moins maintenant avec Enfica. C'est un véritable écosystème. ZeroAvia se positionne plus sur la fourniture de systèmes. Donc j'imagine qu'on va avoir de bonnes discussions une fois que le système sera plus proche d'une production et d'une certification. À ce stade-là, tous ces entrepreneurs, ces startups, vous n'êtes pas des concurrents.
Tant qu'on n'est pas tant que ça, aujourd'hui, pas trop. Si on prend le cas plus général, comme il y a des avions hybrides, il y a des avions à batterie, il y a des avions hydrogène, il y a des avions à décollage vertical et pas vertical, et sur le marché de l'aviation d'affaires commerciale, pour l'instant, il y en a assez pour tout le monde. Un jour, on peut peut-être voir assez de compagnies pour qu'il y ait de la concurrence. Nous, ce qui nous différencie un peu, c'est que, donc là, ce prototype du LM est un rétrofit. Par contre, la volonté, et parler de leitmotiv tout à l'heure, si l'aviation sera électrique un jour, alors pour nous, les avions doivent être conçus autour de cette technologie. Il va falloir revenir un peu en arrière sur qu'est-ce que ça veut dire un avion électrique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il va être complètement différent, mais ça veut dire quand même que les ailes ne peuvent pas être les mêmes si elles n'ont pas de fuel dedans. Intégrer des réservoirs qui sont de telles bouteilles, qui ont une masse, ça ne peut pas se faire de la même façon facilement. Un certain nombre de compagnies, et Zero Avia pour les citer, en tout cas sur leurs démonstrateurs, continuent de travailler sur du rétrofit de plus en plus puissant, vers l'aviation régionale. Donc on entend parler d'ATR, on entend parler de Dash sur ces marchés-là. Et c'est très important qu'on ait de l'aviation régionale qui vole le plus vite possible pour commencer à décarboner. Nous, on sait qu'on prendra plus de temps, mais on aimerait se positionner, en tout cas la volonté qu'on a, qui est de penser l'avion autour de ce système. À plus long terme, si un jour on doit en produire plein, on doit grandir un vrai marché de l'avion électrique, alors il faut qu'à un moment on se soit posé la question de pas seulement d'adapter un avion qui a été pensé pour le kérosène à l'hydrogène, mais de le repenser un peu plus profondément. Et là c'est là où on a nos brevets, c'est là où on a notre propriété intellectuelle, c'est essayer de repenser cet avion. Donc c'est ce qu'on essaie d'illustrer, ça c'est une vidéo qu'on a montrée au Bourget. Donc ça c'est l'avion une fois fini, autour, l'aspect extérieur. On est encore sur des phases d'études conceptuelles. On a passé le concept, on a identifié des bonnes choses sur comment le concevoir. On est en design préliminaire. Non, on n'est pas encore en detail design. Là, c'est un avion, en tout cas, vous visez-vous le segment d'affaires? L'aviation d'affaires légère. C'est un avion, je crois, par rapport à sa masse, vous êtes en dessous des 9 tonnes, 8,5. 8,6, exactement. 8,6, exactement. Qui fait qu'on est dans la catégorie donc de la FAR 23 aux États-Unis et de la CS 23 en Europe, qui est le régime de l'aviation légère. Il y a différentes classes. Ça va du biplace en classe 1 jusqu'au petit jet. On peut citer le Pilatus, le PC-24, jusqu'à 12 passagers, qui est en classe 4 de cette catégorie. Nous, l'idée, c'est d'être en effet dans ces bilans de masse-là, pour plusieurs raisons. Déjà, pour le temps que ça va prendre de développer, l'argent que ça va prendre de développer un tel avion. Il faut pas on est déjà très très ambitieux à viser des plateformes comme ça. Il faut pas qu'on aille non plus trop loin. De l'avion régional significatif en taille et en certification, etc. C'est des enjeux qui aujourd'hui nous dépassent. On est très content qu'Airbus les adresse. Nous, on se positionne sur peut-être le maximum que ce qu'on pourrait faire, qui est dans on pense, dans cette catégorie. Quand on voit cet avion, donc tu le disais, c'est un peu un PC-24, c'est la même catégorie que le PC-24 de Pilatus, le Phenom 300. C'est pas un avion qui, dans son aspect, est révolutionnaire. Contrairement à beaucoup d'autres projets d'avions de nouvelle génération qui se veulent vraiment en rupture. Vous êtes dans la continuité ? On s'est posé beaucoup de questions au début. L'électrique permet beaucoup de choses. Donc on est passé par des phases. Regardez la propulsion distribuée. Regardez, en France, en plus, on a déjà regardé plein de ces technologies dans nos instituts de recherche. Donc on a fait un peu le tour. On a vraiment regardé des choses. Ça a failli être plus compliqué que ça. Et à la fin, on s'est aussi posé la question... pour que l'aviation soit électrique, il faut à un moment qu'on sorte un avion. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, essayons de faire quelque chose avant 2030. Et puis, en arrivant, quelque chose de finançable, quelque chose avant 2030, la vraie complexité, c'est développer et certifier cette technologie hydrogène. C'est pas plus que ça de réinventer ce qu'est l'aérodynamique d'un avion. On est entre... Le rétrofit, ça ne nous convient pas. Il faut repenser des choses. Il faut repenser l'aile, il faut repenser le fuselage, il faut repenser un certain nombre de structures. Et... l'aspect extérieur et le fonctionnement des parties mobiles, un certain nombre de matériaux, un certain nombre de choses c'est évident qu'on souhaiterait travailler avec des acteurs établis de l'aéronautique qui maîtrisent les procédés et avec qui on pourrait faire un avion d'ici 6 ans. Vous y pensez quand même ? Oui, Airbus. Non, mais on y pense à travailler. Non, mais même avec des aérostructuriers, avec des motoristes, avec des choses. Mais si on veut avoir une chance de faire quelque chose d'ici 6 ans, on peut pas réinventer et la propulsion, et les structures, et les matériaux, et les procédés, et la production. Voilà. Certains porteurs de projets veulent tout révolutionner en même temps. Vous avez décidé de serrer le problème. Oui, on essaye d'avoir quelque chose le plus faisable possible. Ça reste extrêmement ambitieux. C'est beaucoup d'enjeux. On change quand même, on pourrait nous dire, et la remarque peut se faire, que par rapport à un rétrofit d'un Dash, par exemple, on va quand même beaucoup plus loin, avec beaucoup plus de risques, beaucoup plus d'enjeux. On sait qu'on les prend, on sait qu'on n'est pas à l'aise d'aller plus loin que ça,
Mais on pourrait déjà nous dire que repenser devenir avionneur d'un avion conçu de zéro, même s'il est petit, c'est quand même déjà très ambitieux. Voilà. Après, chacun ses choix, et ce qui est sûr, c'est que peut-être que des gains aérodynamiques, des gains de propulsion sur une nouvelle architecture, peut-être que ça peut faire sens. Et c'est aussi peut-être le rôle des startups d'explorer plein de choses, et puis certaines iront au bout, certaines n'iront pas au bout, mais au moins on aura regardé, peut-être comme des projets de recherche aussi, qui regardent des architectures. Quand on entend parler de la décarbonation de l'avion, on parle d'abord du SAF quand même. Tout ce qui est électrique, hydrogène, ça se fera certainement, on espère. Mais peut-être pas si vite que ça. C'est évident. Ça doit être un mouvement qui commence aujourd'hui. Il faut bien commencer. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'avion électrique de transport régional ou commercial qui utilise des nouvelles technologies. Donc, factuellement, avec les avions déjà produits, les avions en cours de production, les avions encore à produire, et les carnets de commandes sont pleins, il faut des solutions qu'on appelle drop-in, c'est-à-dire qu'on garde l'avion tel qu'il est, on garde les moteurs tels qu'ils sont, on essaie de trouver quels sont les meilleurs moyens de réduire les impacts carbone de ces avions-là. Les Sustainable Aviation Fuel, donc les biofuels ou les fuels synthétiques, sont une super option. Elles sont regardées, elles réduisent factuellement l'impact des avions qui sont aujourd'hui en train de voler. Donc ça, on n'est pas du tout contre ça. Ça va avec, c'est un ensemble de l'écosystème. Par contre, comment penser les avions du futur, puisqu'on peut se permettre des nouveaux choix techniques, là, posons-nous plein de questions, ouvrons les domaines. Je sais on le sait que Airbus communique dessus, pour aussi se poser des questions sur le futur des plus gros avions, nous sur le futur des plus petits avions. On est dans le domaine du futur, mais c'est pas du tout incompatible de tous les avions. Il y a 25 000 avions commerciaux et 22 000 avions privés, des 100 000 avions d'aviation générale, beaucoup d'avions qui volent, et c'est super. Mais pour que ça continue, c'est vrai que les SAF, il y a un énorme enjeu de production des SAF, et de leur impact et du coût, mais c'est une solution qui est applicable à court terme, en effet, contrairement à toutes ces nouvelles technologies qui vont encore prendre un peu de temps. Et concrètement, alors, quelles sont les contraintes là ? Alors, il y a déjà constitué une organisation de design. On est un projet naissant, on est une quarantaine dans l'entreprise, on grandit assez vite, mais il n'empêche qu'on part de zéro. Donc, avant même de concevoir un avion, il faut avoir ce qu'on appelle un DOA, devenir une organisation de design capable de gérer un développement avion. Aujourd'hui, ce qu'on fait, c'est du prototype, c'est du banc d'essai au sol, c'est du développement, mais c'est pas encore devenir avionneur. Donc déjà, il y a une partie se structurer et avancer vers devenir un organisme de design aéronautique. Un certain nombre d'acteurs l'ont déjà réussi, nous on est encore en train de le faire. À partir de là, il y a en effet cet avion, donc plutôt Type Certificate, donc le certificat de type de cet avion. Pour aller jusque-là, il y a en effet beaucoup d'étapes, au développement, au sol, des Iron Bird, des premiers avions de prototypes mais qui seront de plus en plus représentatifs, jusqu'à après des campagnes d'essai en vol, de certification, qu'on essaye de viser d'ici 6 ans. Donc là, on est en train de voir où vous voulez aller, mais si on regardait d'où vous êtes parti, parce qu'au départ, donc, vous êtes trois, Éloi Guillotin, dont on a déjà parlé, Hugo Tarlet, et puis toi, Valentin Chomel. Comment est né Beyond Aero ? Déjà, ça naît de deux entrepreneurs nés, qui sont Éloi et Hugo, qui savent depuis très longtemps, qui sont faits pour l'entrepreneuriat, qu'ils auront une carrière d'entrepreneuriat. Après leur prépa, ils ont fait Super Héros, donc ils sont rentrés en 2016 à Super Héros à Toulouse, et ils ont fait après des doubles diplômes en entrepreneuriat à HEC, puis à Berkeley aux États-Unis. Donc Hugo et Éloi se connaissaient depuis longtemps, ça fait 8 ou 9 ans qu'ils se connaissent, et moi j'étais un parcours plutôt recherche, à la base en informatique, puis en management de l'innovation sur des sujets initialement informatiques, puis doucement aéronautiques, et je faisais mes cours d'informatique à l'IX avec Hugo, Polytechnique. J'étais en master initialement en informatique, puis master de recherche en innovation, puis mon doctorat. Et donc en fait, je suis devenu ami avec Hugo par ses cours d'informatique. Et donc, après quelques années d'amitié, etc., voyant que lui travaillait sur des sujets d'entrepreneuriat, moi j'étais, après quelques années chez Safran, je faisais mon doctorat chez Safran, Data Systems. Quel est le futur des essais en vol ? Donc toutes ces technologies-là, il va falloir les tester. Qu'est-ce qu'il va falloir développer pour anticiper tout ça ? Donc il y a des sujets de feuille de route de l'industrie au global, comment on anticipe, et puis on développe les bons systèmes à tester, et pour pas trop s'éparpiller. Et moi j'étais sur ces sujets-là, à voir plein de projets. C'était la grande époque des VTOL. On voyait des projets d'appareils électriques à décollage vertical naître partout dans le monde. Donc il y avait beaucoup d'effervescence dans cet écosystème. Et si en discutant avec Hugo, qui, malgré ses études en aéronautique, partait plutôt sur des projets d'entrepreneuriat non aéronautiques, et je lui dis, mais cet écosystème, il bouge énormément. C'est pas facile comme jeune entrepreneur de s'imaginer travailler dans des écosystèmes industriels, c'est un vrai pas. Mais tu devrais regarder. Et puis finalement, en effet, il se passe des choses. Il a rappelé donc Éloi,
je l'avais déjà croisé, mais que lui connaissait beaucoup mieux. Et puis le projet est né comme ça, ils m'ont aussi embarqué petit à petit avec eux dans l'idée. Et puis voilà, c'est comme ça que ça naît petit à petit. Donc ça naît initialement sur le campus de Berkeley entre Hugo et Laura. Et donc c'est en 2020 que vous décidez de créer votre start-up. On regarde déjà, il y a quelques mois de discuter dans l'écosystème. Donc un certain nombre de j'en vois des gens avec qui on a pu échanger à l'époque, de se dire c'est quoi cet écosystème de l'aéronautique. C'est pas parce qu'on a fait Super Héros et que moi j'ai quelques années chez Safran qu'on sait ce que ça veut dire. S'entourer d'advisors de l'industrie. Et puis doucement, se naît l'idée de ça veut dire quoi? Un petit drone, puis si on allait plus loin que le drone, un ULM. Et un ULM, ça se finance, il faut une levée de fonds. Et en fait, petit à petit, voilà, c'est comme ça que ça se construit. On fait cette première levée de fonds l'été 2021, que nous, on juge aujourd'hui comme le vrai début, puisque c'est vraiment là qu'on a commencé à avoir les moyens de recruter et puis de commencer à structurer une entreprise. Avant ça, il y a quand même une petite année, à 3, à essayer de chercher, se poser des questions sur définir le cadre d'un tel projet. Et puis depuis 2021, voilà, c'est le début de ce projet de prototype du monde ULM, donc de rétrofit, et en parallèle, donc c'est à peu près la moitié de l'entreprise, et en parallèle la moitié de l'entreprise sur cet avion d'affaires, où là on repart de plus loin, c'est quoi des logiciels pour dimensionner ce type d'appareil, ça n'existe pas forcément, donc on a développé les nôtres, étudié la performance d'avions hydrogène, on peut pas acheter des logiciels qui font ça, donc on a développé les nôtres, on a développé nos brevets, on a développé petit à petit, voilà, on prend notre temps. Il y a une synergie là. On peut rappeler la moyenne d'âge des 3 cofondateurs? 27, 28 et 29. Et c'est vraiment ambitieux. C'est assez ambitieux. Après, on s'est tout de suite positionné sur le fait qu'on n'était pas ingénieur en chef du projet. C'est pas notre métier, on n'a pas d'expérience de faire un avion. Par contre, on pense, et surtout Hugo et Laura, qui ont des profils et des personnalités incroyables pour faire ça, on essaye de se positionner pour faire discuter des super ingénieurs, et on en a plein à Toulouse, et en France, ça tombe bien, des clients de cette aviation d'affaires, des investisseurs qui sont beaucoup plus des profils financiers, et c'est pas non plus les mêmes sujets. Et ces gens-là, et l'autorité de certification, mais là c'est plus les ingénieurs qui auront cette discussion avec l'autorité. Mais ces discussions-là entre des écosystèmes qui normalement ne se parlent pas tant que ça, c'est plutôt là où on se positionne, et après on recrute des profils, la moyenne d'âge de l'entreprise est bien plus élevée, puisque là on va chercher, pas tant que ça chez Airbus, mais un peu chez Airbus, chez Helico, chez Embraer, un peu partout. Vous débauchez? C'est pas qu'on débauche, c'est que les gens viennent nous contacter, on l'encourage. Parce que ça pourrait être le contraire, vous aviez une carrière peut-être prometteuse chez un avionneur, et vous décidez de vous lancer dans une start-up. Oui, c'était très sympa chez Safran, donc j'ai beaucoup aimé. Mais je dis vous, je parlais de vous trois. Oui. Toi, par exemple, bien sûr, en l'occurrence. C'est vrai, j'ai fait quelques années chez Safran en doctorat, etc. J'ai adoré, enfin, c'est super. Ces grandes organisations, quand même, c'est très grand, on peut parfois un peu s'y perdre, mais ont des vrais moyens de développer ce qu'ils développent. Il n'y a pas de risque. Une fois que le développement est lancé, j'ai pu travailler sur l'instrumentation du CFM RISE. Voilà, c'est des projets pluriannuels avec des milliards d'investissements. C'est des vraies machines industrielles. Et c'est extraordinaire. C'est vrai que, quitte à penser que si un jour l'avion sera électrique, ça ouvre par contre un champ des perspectives qui est complètement nouvelle, et les organisations de dizaines de milliers de personnes ne sont pas forcément elles y travailleront, et c'est évident, et on est content que tout le monde y travaille, mais c'est pas forcément les mieux placés pour repartir de zéro. C'est compliqué. Safran est un motoriste, c'est compliqué d'imaginer. Ils ont créé Electrical and Power, qui est une division nouvelle complètement, mais c'est pas facile de changer même son cœur de métier. Et du coup, c'est là que l'opportunité entrepreneuriale est aussi née, quitte à ce qu'on reparte de zéro sur le système de propulsion, sur ce qu'est l'avion adapté à ce système de propulsion, mais pourquoi pas avoir une équipe qui n'est que dédiée à ça. Et c'est comme ça qu'est né le fait que, malgré le fait qu'on ait une équipe beaucoup plus réduite et des financements beaucoup plus réduits, mais on peut être assez pertinent en propriété intellectuelle, en brevet, sur des idées, des bonnes idées, parce qu'on ne réfléchit par contre qu'à ça. Et là, vous auriez pu aussi aller vers peut-être la facilité, dire tiens, nous aussi on se lance là-dedans, le eVTOL, mais non. Vous choisissez quand même vraiment un marché, pas de niche, mais voilà, il y a une... Ouais, c'est un peu... Oui, la réflexion derrière est un peu différente. Ces acteurs des eVTOL visent, et de ce que j'en comprends, encore une fois, je ne suis pas non plus le plus grand expert, mais cherchent à créer un nouvel usage au cœur des villes ou entre des villes, avec le futur de l'hélicoptère, si on arrive à le démocratiser en volume et en baissant les prix. Nous, c'est pas cette approche-là, c'est si l'avion sera électrique, alors il a une transformation à faire. Mais du coup, on part de l'avion existe en tant que différents produits. Les eVTOL n'existent pas, remplacent pas. Il y a aujourd'hui pas des hélicoptères, peut-être à New York, mais des hélicoptères dans toutes les villes. Nous, on vient remplacer des avions existants. On vient se positionner sur une nouvelle offre, sur des marchés existants. Pour nous, le plus
probable, c'est que les segments qui ont été définis par les compagnies aériennes, par les aéroports, l'ITC des aéroports fonctionne sur des tailles d'avions, sur des opérations, des modes opératoires, etc. On ne va pas tout changer. Donc, si on fait des avions de la même taille, à peu près des mêmes performances, qui se pilotent à peu près pareil, par les mêmes formations de pilotes, eh ben, on a quelque chose à proposer sur ces segments-là. Et donc, on commence sur l'aviation d'affaires légère. Il y a des best-sellers, le Phenom 300, le PC-24, il y en a plein. Bon, on vient essayer d'en proposer un qui soit électrique. Après, en nombre, c'est de la niche parce qu'on en entend assez peu parler. Par contre, c'est autant d'avions que l'aviation commerciale. C'est un marché significatif, c'est juste que c'est des terminaux privés qu'on voit moins. Vous auriez pu aussi faire carrière dans l'aéronautique, dans un grand groupe industriel. Qu'est-ce qui fait que vous avez choisi le risque, l'aventure ? Alors, dans le marché actuel, il y avait quand même aussi le fait que le risque qu'on prenait était limité. C'est-à-dire que si un jour ça ne marche pas, on pourra aller certainement toquer à des portes et les portes ne sont pas fermées. Le marché de l'aéronautique recrute énormément, il y a beaucoup d'enjeux. Donc le risque était assez limité. Je pense que si le risque a été peut-être plus important à une autre époque, c'est peut-être un choix qui est encore plus engageant. Ce qui est sûr, c'est que sortant d'études, de doctorat, etc., ça permettait de mettre les mains dedans et de construire quelque chose. C'est vrai que c'est quelque chose qui, dans des grandes organisations, ont une vraie capacité en tant qu'organisation, mais par contre, chacun a un petit bout de cette organisation. Alors qu'ici, à une quarantaine, chacun a plusieurs métiers et fait un peu tout. Mais par contre, on a un avion à quelques mètres de nos bureaux. Le projet qu'on construit, en fait, on est vraiment... On peut cerner la taille du projet entier. Et puis, il y a un aspect de la croissance qui est aussi humainement très exaltant. On s'agrandit, on recrute des nouveaux bureaux, on déménage dans des bureaux plus grands. Enfin, c'est aussi un aspect exaltant. On voit pas le temps passer, on s'amuse beaucoup. Au quotidien, on se fait beaucoup plaisir. Et cette campagne d'essai en vol et la vidéo en célébrant le champagne pour un premier vol, ça se vit. À la fin, c'est une vraie aventure humaine. On verra où ça nous mène, etc. Mais c'est vrai qu'au quotidien, c'est beaucoup de plaisir, beaucoup de passion de l'ensemble des équipes. Je rappelle que l'avion One, je revoyais en même temps, là, c'est un projet d'avion quand même 4 à 8 passagers, 575 km/h jusqu'à 1500 km de... Ouais, c'est des performances d'un twin turboprop, donc un King Air ou des choses comme ça, qui ressemblent d'un aspect extérieur plutôt à un jet, puisque ça vient viser ce marché-là. Mais par contre, au niveau performance, plutôt un twin turboprop, donc oui, c'est ambitieux, c'est quand même déjà des plateformes significatives. Ça reste de la CS23, ça reste adressable par des équipes d'une taille significative, mais qu'on peut espérer garder raisonnable, parce que il y a aussi beaucoup une supply chain, un certain nombre d'acteurs. On n'aura pas à redévelopper une avionique, on n'aura pas à développer une aile. Il y a beaucoup de choses où on peut s'appuyer aussi sur un écosystème. Beaucoup de gens travailleront sur cet avion, je l'espère, mais finalement, en tant qu'entreprise, on peut garder, et les eVTOL l'ont montré, ceux qui sont les plus avancés, Joby Archer aux États-Unis par exemple, mais se rapprochent et ont montré qu'avec quelques centaines, l'ordre de grandeur du millier d'ingénieurs, on pouvait développer des projets qui sont absolument significatifs pour l'industrie. Il y a l'engagement d'entreprendre, enfin, l'envie d'entreprendre, mais il y a l'engagement aussi écologique, enfin j'aime pas trop ce terme, environnemental, l'avion propre. Alors l'avion aura toujours un impact dans sa construction, ça reste quand même des Puis il faut produire l'hydrogène, ça c'est pas encore très clair. Le monde produit déjà beaucoup d'hydrogène de façon assez carbonée. On sait faire de façon décarbonée, mais on a beaucoup de challenges, que ce soit dans le SAF. Il faut maîtriser et réduire cet impact climatique. Mais il y aura toujours un impact. L'avion qui n'émet pas, ça n'existe pas. Par contre, faire grandir l'hydrogène, on en a besoin dans les fuels synthétiques. Le Power to Liquid, c'est une recombinaison qui a besoin d'hydrogène vert. Notre avion et d'autres, comme on l'a cité tout à l'heure dans l'écosystème, ont besoin d'hydrogène vert. Il y a les batteries, certains projets d'avions à batterie, et les voitures. Il y a un vrai changement. L'automobile l'a commencé dans le début des années 2000 et finira certainement en 2050. Moi, je pense que l'aviation a commencé au moment du Covid, un début de transition qui prendra certainement 50 ans, mais qui doit aller vers une limitation de l'impact, surtout si toutes les autres industries ont une stagnation de leurs émissions, on va dire. Là où l'aviation a un marché, un nombre de passagers qui volent par an qui est en explosion au niveau mondial. Donc si on veut stabiliser, au moins stabiliser les émissions de l'aviation, il faut des solutions. Après, il n'y a pas de solution magique, il n'y a pas de solution miracle, il faut le dire. Mais il faut aussi donner envie. Enfin, il faut que tous les ingénieurs qui rejoignent l'aéronautique, il faut qu'il y ait une vraie dynamique. Il va falloir maîtriser les usages de l'aviation. Ça émet beaucoup par passager, par kilomètre, et ça ne sera jamais un vecteur énergétiquement efficient par rapport à des mobilités terrestres. Il n'empêche qu'il faut donner envie, si on veut avoir une chance de le transformer, de le financer. Il faut aller chercher du financement, il faut aller
rejoindre faire venir des ingénieurs, faire venir des talents dans cette industrie. Il y a un peu de communication. Et je pense qu'il y a quand même une part de ça qui est nécessaire pour que cet écosystème permette de transformer un futur de l'aviation. Alors, quand on lance comme vous une start-up et que vous êtes en plein développement, tu dis donc que vous avez passé une 40aine de salariés, vous allez continuer. Tu nous as expliqué juste avant l'émission que vous venez d'ouvrir un bureau à Los Angeles. Il y a des choses passionnantes qui sont le développement du système, qui sont également le premier vol, vous sabrez Champagne, tout ça, c'est super. Mais il y a des choses qui doivent être beaucoup moins amusantes, donc courir après les budgets, les fonds, tout ça. Ça fait partie de l'exercice, on va dire. Ce qui est sûr, c'est que les projets industriels, l'aéronautique en est, mais il y en a d'autres dans d'autres industries. À partir du moment de ce qu'on appelle du hardware, de la construction, de monter des usines, ça demande beaucoup de capitaux et ça n'a pas de chiffre d'affaires pendant des années. Ce qui est un vrai changement pour cette industrie des startups, du développement du logiciel, qui ont des revenus très tôt, en investissement assez peu. Et finalement, c'est une fois que le modèle marche qu'on le fait grandir très très fort, très très vite, avec des levées de fonds spectaculaires. Depuis quelques années, et notamment, il y a eu des précurseurs, tout ce monde des eVTOL qui ont aussi montré. Je pense qu'il y a aussi des exemples dans l'automobile. Je pense que si Tesla n'avait pas apporté autant d'argent à ses investisseurs du début, peut-être que certains seraient aussi plus frileux de ne pas avoir un exemple de référence. Je veux dire, il y a des investisseurs qui ont gagné énormément. Ça peut faire envie à d'autres de se dire peut-être que si dans l'aviation on va créer un géant aussi pour demain, ça peut devenir intéressant. C'est en effet une activité quasi temps plein pour notre CEO, c'est normal. Parce qu'il n'y a pas de revenus, il faut trouver des investisseurs qui comprennent ce qu'on veut faire, qui peuvent se projeter sur des temps longs. Tous les fonds d'investissement n'ont pas des visibilités à 5, 6, 7, 8, 10 ans. Et c'est ça que ça demande, il faut qu'on se le dise. Et encore plus au début où les choses peuvent changer, la technologie, le marché, tout n'est pas figé. Après, ça fait partie du jeu entrepreneurial dans toutes les industries. Et nous, on va essayer de le jouer et de financer tous ces développements. Parce qu'on est convaincu qu'il y a une suite. Alors, justement, la suite. Vous venez de travailler pendant 3 ans pour mettre au point le démonstrateur. Le démonstrateur a fait 2 tours de piste concluants. Quelles sont les prochaines étapes ? Donc maintenant, alors 2 tours de piste en vol. Au sol, on l'a testé en plus long terme et on a appris aussi beaucoup sur le vieillissement, sur le comportement. On est allé chercher toutes les données qu'il nous fallait. Maintenant, sur la suite, c'est travailler sur cet avion d'affaires. Ça demande, on va dire, 3 grands blocs pour simplifier. Ça demande de développer un système propulsif. On n'en est pas encore à réfléchir à l'usine pour les produire, ni à si on fait des partenariats avec des acteurs industriels comme motoristes, entre guillemets. Par contre, il faut qu'on le maîtrise. Et la certification passe par la maîtrise, notamment parce que le fait qu'aujourd'hui, quand on achète un moteur, ce qu'on reçoit comme pièce certifiée et comme ce qu'on certifie comme moteur, c'est tout le système propulsif, hors le fuel. Sur un moteur électrique, quand il y a plein de systèmes hydrogène avant, c'est pas encore très clair si on peut appeler ça un moteur. Ou est-ce que ça fait partie de l'avionneur de dire est-ce qu'une pile à combustible est un moteur ? C'est pas clair. Les autorités ne sont pas toutes d'accord entre elles. Il faut que ça converge. Ah oui. Pour certaines autorités de certification, le moteur, c'est le moteur électrique. Il entraîne une hélice qui a une propulsion. Le reste, pour certaines autorités, la pile à combustible fait partie du système fuel. Puisque c'est elle qui permet de générer l'électricité qui alimentera ce moteur. Donc de l'avion. Donc de l'avion. Et de la responsabilité de l'avionneur. Et pas du motoriste. Donc il y a un certain nombre de questions. Et en tout cas, il faut qu'on le maîtrise. Et donc pour le maîtriser, on choisit d'investir significativement pour développer notre système, le tester au sol, à l'échelle représentative de l'avion final. Donc ce qu'on a vu tout à l'heure comme la vidéo dans cette salle atmosphère explosive où on a développé notre système, la même chose, 10 fois plus gros, pour développer un des 2 moteurs de cet avion d'affaires. Donc ça va du réservoir jusqu'à l'hélice, et là il faut des moyens d'essai significatifs, donc on parle de budget au-delà de 10 millions, largement au-delà de 10 millions, de moyens d'essai, de bancs d'essai. Alors on a vu déjà des vidéos de Airbus. Tout le monde fait à peu près la même chose. Des Eurovia, on développe leurs moyens d'essai pour être capable de valider, certifier et avancer vers la démonstration des niveaux de performance de ces systèmes. Donc ça, c'est une première partie. Il faut qu'on avance là-dessus pour être capable d'avoir toutes nos voies de capteurs, de démontrer la fiabilité, les coûts d'opération, les niveaux de performance, pour pouvoir construire après, ça c'est la deuxième partie, un avion autour de ça. Donc on a un peu inversé par rapport à un processus classique où on construit l'avion puis qui est lié à un moteur qu'on connaît déjà. Là, il faut, mais c'est un peu la même chose. Il faut qu'on ait ces données qui aujourd'hui sont pas toutes figées. Une bonne idée de l'architecture, mais il faut que ça donne des points d'entrée pour que les gens de l'airframe, les gens des systèmes, les gens de l'avionique puissent développer. Plein de choses sont liées à ce système de propulsion, les masques, les centrages, pour construire ça. Donc là, on est en train de construire des vraies équipes
de chief engineering, de airframe, de stress, voilà. Construire un avion autour de ces systèmes-là, surtout si on repart de feuille blanche. Et la dernière grande partie, qui est significative aussi dans les budgets, qui est devenir avionneur, c'est-à-dire avoir une délégation d'autorité sur une organisation de design. Et donc ça, il faut une partie de toute l'organisation capable de démontrer qu'on sait produire un avion au bon niveau de qualité. Donc aujourd'hui, on est sur les premières phases, on est dans les discussions avec les EASA, on est en train ces jours-ci de déposer notre candidature pour le DOA, l'approval, le Design Organization Approval, le certificat comme quoi un jour on pourra développer cet avion. Ça prend du temps, ça, déjà, cette étape Ah oui, déjà, il faut certifier l'entreprise. Et ça va déjà prendre du temps, déployer toutes nos procédures, démontrer à l'autorité, lors d'audit, qu'on valide toutes ces procédures, pour un jour pouvoir passer à l'avion. Alors, le moteur, on a vu celui du G1, et celui du One, quand est-ce qu'il pourrait voir le jour donc là, on essaye de viser d'ici 18 mois. Ah oui, quand même, c'est pas si loin que ça. Ouais, on essaye, il y a quand même beaucoup de travail encore, mais d'ici 18 mois, on aimerait avoir du réservoir à l'hélice échelle 1, le plus représentatif, tant dans le moyen d'essai en tant que banc d'essai, capable de tester plein de systèmes, et le système de l'avion final qui est dessus et qui a fini ses campagnes d'essai. Et ça, c'est nécessaire pour avoir les derniers chiffres finaux pour pouvoir construire proprement l'avion autour de ça. Il y a beaucoup de travail. Les budgets en start-up sont quand même assez exponentiels. Ça veut dire que une première levée de fonds, quand on monte une entreprise, c'est des montants significatifs déjà, mais c'est une échelle d'équipe qui est réduite. Donc il faut y passer du temps, il n'y a pas le choix. À partir d'un certain moment, on peut faire des levées de fonds plus significatives, grandir les équipes, donc là on est 40, on va continuer de grandir doucement vers la centaine, et donc s'il y a des gens intéressés, je suis intéressé aussi. Mais c'est vrai que faire grandir l'organisation permet aussi d'aller plus vite, permet de travailler avec des fournisseurs, des partenaires qui permettent de faire plus de choses. Donc là l'étape de Gap, le vol du G1, c'est une étape évidemment clé, cruciale. Ça crédibilise aussi votre projet. Après, apporter des données dans les différents organismes de standardisation. On a volé, voilà nos données, partager avec l'écosystème, et comme l'écosystème partage sur les retours que ça peut avoir, les différences de pression dans les altitudes. Voilà. Déjà les analyses et les données. Et puis partager les retours à l'écosystème pour avancer vers c'est quoi la certification d'un système hydrogène. Et puis après, il faut continuer de grandir. C'est vrai que les budgets augmentant, ça aide aussi à aller plus de gens, plus de moyens, plus de bancs d'essai, et ça permet de faire des activités industrielles à l'échelle. Après, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Non, bien sûr. C'est une industrie très très réglementée, heureusement, et c'est normal. Ces avions électriques ne pourront pas être moins sûrs que les avions kérosène qui volent aujourd'hui. Donc il faut... et en même temps, c'est aussi vrai que les investisseurs qui investissent dans un projet... Ils ne peuvent pas attendre 30 ans non plus avant de revoir leur investissement. Donc il faut trouver un entre-deux où il faut qu'on soit au clair avec nos investisseurs, c'est des activités de temps long, et qu'en même temps, ça peut avoir un modèle d'affaires, donc c'est pour ça que c'est un avion qui est petit et qui vise un marché qui, oui, vend des avions très chers, mais qui permet de financer une innovation. Donc là, pour la suite de l'utilisation du G1, il n'y a rien de déterminé, puisque le G1, lui, à ce stade-là, il a rempli sa mission. Il a rempli sa première mission. Si on s'inscrit dans le programme One, votre avion d'affaires à hydrogène, ça y est, il a rempli sa mission. Vous pourriez presque le ranger au grenier ou au musée. Il a rempli la mission qui était de développer quelque chose de façon suffisamment sérieuse pour l'amener en vol. Et c'est très différent de développer un système qui ressemble à un avion mais qui ne vole pas et d'aller en vol. On a passé beaucoup de temps à l'amener jusqu'au vol, beaucoup d'essais au sol, beaucoup d'apprentissage. Donc les apprentissages et avoir maintenant des personnels très très compétents qui l'ont conçu, ça c'est fait. Après, est-ce qu'on peut aller chercher des apprentissages en plus en travaillant avec des partenaires? Il faut regarder, c'est quelque chose, on vient de voler, donc c'est vrai qu'on ne s'était pas posé la question jusque-là. Est-ce que c'est plutôt de la démonstration? Parce qu'il faut qu'il y ait une suite. Tu parlais de la mise en route. Comment ça se passe là sur le G1? Ça démarre comment cette machine? Enfin, il faut une aide extérieure ou Alors, on a ramené le tableau de bord comme un tableau de bord de G1 conventionnel. On a fait la même manette des gaz. Alors que derrière, beaucoup de choses sont en numérique et on n'a pas besoin de tout. Mais on a ramené une expérience pilote pour que ça
aller jusqu'au bout du sujet du rétrofit. Il y a quelques boutons en plus, hein, si on est pratique, sûr. on les voit un peu sur la vidéo, de couper ou de travailler sur des systèmes, le compresseur, voilà. Il peut y avoir des choses à faire, donc on a une palette un peu supplémentaire. Par contre, ce qui est différent, c'est que comme c'est un prototype, aujourd'hui en tout cas, il faut des équipes d'essai qui sont autour, et aujourd'hui il faut quand même que le pilote soit un pilote d'essai. Comment on le démarre c'est une clé aussi on a mis un bouton, mais oui, un bouton, un bouton, d'accord. Et ça, c'est instantané, le moteur part. Ah bah non, parce que du coup on a pas besoin de le faire tourner à l'arrêt. Ouais. Donc en fait le système entier est démarré, préchauffe, etc. Mais il n'y a pas besoin de tourner. En fait on démarre, on fait tourner comme une voiture électrique. On coupe tout. Ou un Vélis. Un mode ralenti, il y a un mode ralenti, évidemment. On fait tourner la pile à combustible pour précharger les batteries, puis on part en taxi, on se met en bout de piste, et puis après, plein gaz, et puis c'est parti. Parce que tu vois comment, toi, l'avenir de Beyond Aero c'est à terme, vous serez un constructeur aéronautique en concurrence avec, on parlait tout à l'heure de Pilatus, d'Embraer, par exemple. Tu parlais d'un marché, l'entrée de gamme de l'aviation d'affaires. Quand je dis entrée de gamme, ça veut dire des modules plus petits, ça ne veut pas dire des modules moins luxueux. Est-ce que vous vous projetez en tant qu'avionneur ou simplement motoriste ? Non, on veut être avionneur. Et on a une partie significative de nos budgets. Il y a une partie budget sur les powertrains, les chaînes de propulsion, parce que c'est construit autour de ça. Par contre, non, la plupart de nos équipes, et notamment des talents qu'on va chercher dans l'écosystème, sont des ingénieurs en chef d'avion. Donc non, on cherche à être avionneur. C'est très ambitieux, donc on verra et on parle à 10 ans. Mais non, le scénario idéal et la vision de l'entreprise, c'est de devenir avionneur, en commençant par l'aviation d'affaires, légère, parce qu'on n'est pas non plus convaincu que des avions d'affaires qui sont gigantesques fait beaucoup de sens pour les taux d'occupation qu'ils ont. Mais après, si un jour on venait à développer cette plateforme petit avion d'affaires, que la technologie est certifiée, qu'on peut montrer qu'on est un acteur... c'est une technologie qui marche et on est un acteur crédible dans cette technologie. Non, l'idée c'est de passer à des marchés de segments supérieurs. Et finalement, à la fin, là où sont les émissions, les vols régionaux, alors les très longs vols et les jumbo jets, on n'y sera certainement jamais. Mais il y a essayer de faire notre part dans cet écosystème. Et je pense que on essaie de pas trop faire le parallèle, mais c'est vrai qu'un acteur comme Tesla, qui un jour a commencé petit dans un petit garage, et maintenant qui est un acteur qui vient concurrencer, qui vient jouer sur des écosystèmes, parce qu'ils ont pensé depuis le début la voiture comme autour d'une batterie, d'ordinateur à l'époque. On en est extrêmement loin, et peut-être que ça verra jamais le jour, mais l'ambition, c'est celle-là. C'est de devenir un avionneur, si on pouvait faire en effet l'équivalent d'un light jet d'ici 2030, et puis d'un avion plus significatif après. Passer de la partie développement, certification à la partie industrialisation, c'est un autre métier. On s'en rend compte aujourd'hui avec plusieurs projets qui sont arrivés à maturité, qui ont franchi ou qui sont sur le point de franchir la barrière de la certification. Derrière, c'est un autre monde qui s'ouvre. Ouais. L'industrialisation d'un projet, c'est quelque chose d'aussi difficile à réussir qu'une certification. Exactement, je ne suis pas le meilleur placé pour en parler, parce que forcément, je n'ai pas de passif et d'expérience là-dedans. Par contre, on s'entoure de gens qui ont industrialisé des avions. Notre ingénieur en chef, qui vient de chez Embraer, qui vient d'arriver, est allé jusqu'en production de ces avions. Notre directeur des airframes est un ancien de la production. Donc, on l'anticipe. Après, donc ça, c'est d'un point de vue équipe et écosystème. Ce qui est sûr, c'est que on sait qu'on a des limites très fortes sur ce qu'on peut se permettre de développer en interne. On va faire appel à des aérostructuriers qui, sur les matériaux et les conceptions des pièces primaires, on va acheter des sous-ensembles. On ne peut pas se permettre, en tant que jeune acteur, de reconcevoir. Et certains acteurs sur les avions plus petits, de l'aviation générale notamment, vont jusque-là. Je crois qu'Elixir et Aura conçoivent leurs sous-ensembles primaires, ont des capacités de production en propre. Voilà, nous ça, sur des avions de cette taille-là, on pense qu'on ne peut pas se le permettre, et qu'il y a des acteurs tout à fait compétents qui ont des capacités de production d'ensemble primaire. Nous, il y aura une vraie capacité d'assemblage à construire qui est énorme, et des investissements d'outillage qui sont très très significatifs. On essaye de mettre une jauge de l'assemblage. On sera forcément et systémier, assembleur et avionneur pour mettre en œuvre et conserver. La vraie histoire ne commence qu'une fois que les avions seront certifiés et voleront. Je reviens en arrière encore. Vous avez rejoint le GIFAS, le groupement des industries françaises aéronautiques et spatiales. On a rejoint Starter. Voilà, c'est ça. C'est donc le comité Starter qui réunit une cinquantaine de start-up, dont une trentaine dans l'aéronautique et une vingtaine dans l'espace. Ça vous apporte quoi ? Alors, je vais généraliser par rapport à Starter, parce qu'on fait partie d'un certain nombre de comités.
tant dans la standardisation que dans l'aspect industriel, ça permet de faire des liens entre les acteurs. Alors nous, comme on disait tout à l'heure, on est encore un peu petit et c'est pas forcément le plus significatif encore à cette époque-là, mais on l'a vu dans d'autres industries avant. Alors l'industrie, cette industrie aéronautique électrique est un peu plus naissante que d'autres, mais on voit des consolidations, on voit des entreprises qui se mettent à travailler ensemble. L'aviation hybride aux États-Unis, des entreprises comme Ampère rachètent d'autres startups. Il y a des phénomènes de consolidation de marché qui peuvent se faire que par ces filières. Et puis, peut-être des échanges avec les pouvoirs publics et les organismes de coopération industrielle au sens large, comme le GIFAS ou comme le CORAC, ont aussi besoin d'un échange, et on en a régulièrement, sur comment aider cet écosystème. Et c'est pas forcément, enfin, comme c'est nouveau, de quoi ces entreprises-là ont besoin, c'est pas forcément le plus clair au début. Et même pour nous, enfin, comment travailler ensemble avec les acteurs des filières, avec les acteurs du financement, avec les acteurs de l'innovation, certains de la souveraineté, c'est des sujets aussi qui sont dans l'écosystème. On n'a pas en tant que bio, on n'a pas de valeur différentes des autres, mais c'est bien que tout le monde soit ensemble pour partager auprès des représentants des filières ou de l'État ou de la recherche, etc., les avancées, être transparent aussi sur les informations. On peut un peu plus s'ouvrir que les médias, c'est super pour la communication vers le grand public, mais qu'on puisse partager plus de données vers d'autres acteurs. Aujourd'hui, c'est plus ça. Après, encore une fois, le projet étant jeune et petit, on n'est pas non plus, on n'est pas encore les plus significatifs dans les membres de ces comités-là. Mais c'est super, par contre, c'était peut-être moins le cas si on avait commencé il y a plus longtemps. C'est super que les comités comme le GIFAS ouvrent des espaces de discussion sur des acteurs qui ont, ils ont l'habitude de traiter plutôt de la PME. La start-up, c'est quand même assimilable dans un certain sens à des PME. Mais c'est super qu'il y ait un phénomène d'ouverture vers ce que sont ces acteurs émergents. On est quand même un peu bizarre. Hein. Ça va vite, on lève des fonds dans des formats qui sont un peu différents. En capital risque, les modèles de financement sont différents. Et beaucoup de projets, comme on disait tout à l'heure, beaucoup de technologies différentes, il faut qu'on puisse communiquer. Et puis en tant qu'écosystème, avancer vers la décarbonisation de l'aviation. Qu'est-ce qui empêche une start-up de lever des fonds pour finalement juste disparaître avec ? Alors, c'est... il met les pieds dans le plat. Hein, peut-être, alors, je sais pas, parce que nous, on disparaît pas avec. Mais peut-être qu'au début des projets, quand c'est des investissements plutôt de particuliers, ce qu'on appelle des business angels, mais c'est des personnes qui mettent leur argent personnel, peut-être que ça peut arriver. Je n'ai pas d'exemple connu, mais peut-être que ça peut arriver. Par contre, à partir du moment où on travaille avec des fonds d'investissement, il y a des procédures, ce qu'on appelle le due diligence, mais c'est des mois d'échange, de contractualisation avec des cabinets d'avocats, de l'audit interne. Donc, on rentre quand même dans les montants sont très élevés et peuvent apparaître très réguliers. Et on peut se dire que ça peut se donner un sentiment d'argent facile, mais c'est quand même de la structuration de gouvernance. C'est quand même le monde de l'entreprise. Alors, un peu différent au sens où les fondateurs sont en général un nombre plus réduit que les comités exécutifs des grandes organisations et ont un actionnariat eux-mêmes dans l'entreprise. Donc, on a plus de marge de manœuvre pour aller plus vite. Par contre, d'un point de vue légal, on est contrôlé, régulé, et c'est une vraie relation sérieuse avec les fonds d'investissement qui, eux, ont l'habitude de gérer beaucoup de projets et n'ont pas non plus envie ni que les boîtes d'avion, ni que les boîtes de logiciels partent avec les fonds. Hein. Toi, Valentin, dans la continuité de ce que tu viens de dire, quand tu étais plus jeune, tu es encore très jeune, tu t'imaginais faire ça Non. Être dans un tel projet, quand même, c'est... Non, franchement, non, pas plus que ça. Peut-être, Hugo et Loa sont des vrais entrepreneurs, comme je disais tout à l'heure. Ouais. Peut-être qu'eux pouvaient s'imaginer. Non, moi j'ai volé un peu étant petit grâce à mon grand-père qui était aussi un peu pilote. Et donc, j'ai pas toujours pensé faire de l'aéronautique. Moi, j'ai diplômé, mon diplôme initial est en informatique. En traitement de données massif. Et c'est par les traitements de données que je suis arrivé dans les instrumentations d'essais en vol. Et après quelques années que j'ai fait ce doctorat sur les futurs des instrumentations d'essais en vol. Et donc c'est par là que je suis arrivé chez Safran, qui met un peu le pied à l'étrier dans l'aéronautique. Et finalement, ce que je fais au quotidien, c'est pas de l'ingénierie en chef d'avion. Ce que je fais au quotidien, c'est du business plan. C'est essayer de structurer ces plans programmes. C'est du plan industriel. C'est finalement de l'activité plutôt industrielle que de développement. Je suis très content d'avoir redécouvert un peu l'aéronautique, parce que je volais un peu du coup avec tu nous as dit avant l'émission que tu te mets au PPL là. Ouais, bah oui. T'as combien d'heures là? C'est le tout début. Là, on commence par le théorique déjà. Le PPL, c'est le brevet de pilote privé.
Voilà, non, c'est le tout début. Pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, c'est super cadeau de mariage. Je me suis marié il y a 2 ans et à cause du projet, de l'intensité qu'on a, j'ai toujours pas eu le temps de commencer significativement, mais doucement mais sûrement un jour. Ah bah ouais, hein. Quand tu dis super, oui, c'est un super cadeau de mariage, oui, c'est ça. Oui. Alors là, donc, on arrive à la fin de l'émission. Dans le communiqué de presse que vous nous avez envoyé pour annoncer le premier vol, on a repéré cette citation d'Éloi Guillotin. Donc Éloi Guillotin, c'est donc une des 3 fondatrices et notre CEO. Et c'est donc la PDG. Et elle dit: nous avons perpétué l'héritage pionnier de la France dans le domaine de l'aérospatial et l'avons associé à l'état d'esprit américain moderne pour définir le prochain chapitre avec action. Alors moi, ce que je voulais savoir, c'est qu'est-ce que ça veut dire, ça? Sachant que vous avez appelé votre prototype Blériot. Question intéressante. Il y a de l'inspiration. C'est-à-dire que c'était pas il y a si longtemps que ça qu'on a inventé les avions de zéro, ou en tout cas réinventé par rapport à ce qui pouvait exister encore avant. Blériot en est mais c'était il y a 70-80 ans finalement. Il y a quelque chose qui est né à Toulouse, Montaudan, etc. C'est des lieux absolument mythiques de cette époque-là. Et finalement, on ne crée pas les projets aujourd'hui grâce à eux, mais on retrouve finalement des liens avec ce que ça a pu être ses tout débuts avec des équipes très réduites et de l'exploration. Enfin, je veux dire, le premier vol, quand on voit le premier décollage, oui, tous les modèles disent que ça vole. Ouais, il n'empêche que ça reste un vol d'essai, ça reste un premier vol, il faut que les roues qui le volent, il faut que ça se passe bien. Donc, c'est des références qu'on aime bien, et c'est pour ça qu'on a appelé ce prototype Blériot. Après, il faut que ça ait une dimension industrielle. Pour que ça ait une dimension industrielle sur de tels montants d'investissement, alors aujourd'hui c'est déjà très significatif, mais même pour aller jusqu'à l'industrialisation, il va falloir beaucoup plus. Pour qu'un jour ça ait un sens économique, il faut développer très vite des choses très significatives, et aller sur le marché pour devenir rentable. Déjà, si ça se passe bien, ça va prendre longtemps, donc il ne faut pas trop que ça se passe mal. Donc finalement, ça demande de regarder ce qui se fait aussi ailleurs, et notamment dans l'industrie, alors en fait cette industrie américaine du logiciel des années 2000, qui a un peu émergé vers cette industrie des startups, mais hardware. Donc on a Tesla, on en parlait tout à l'heure, mais il y a SpaceX, qui est quand même, c'est dit, on va faire des fusées plus grosses que Saturn V, et qui l'a fait en quelques années, quand SLS, il y a quand même un peu la course à SLS contre Starship. Donc finalement, ces acteurs-là, alors Tesla, mais il y en a d'autres, des voitures électriques, il y en a d'autres, ces acteurs du eVTOL, Joby est un acteur qui est devenu un acteur crédible de l'aéronautique. Mais Joby a vendu moins d'eVTOL que Tesla a vendu de voitures. Encore, pour l'instant. Mais ils sont nés après. Mais c'est vrai que, 10 ans après, il y a 10 ans d'écart, donc on fera les comptes dans 10 ans. Mais c'est vrai que la Californie, surtout par rapport aux États-Unis, ont réussi à créer cet écosystème d'acteurs qui ne sont pas issus de là, mais qui ont créé des projets. Alors il y en a plein qui se plantent, et c'est quelque chose qui, pour nous, on peut s'en inspirer, parce qu'on reste un projet entrepreneurial financé par du capital risque. C'est quelque chose qui, finalement, sur ces codes-là, est plus américain que finalement, ça naît toulousain, initialement. Mais c'est la réunion des deux. À Toulouse est né quelque chose il y a longtemps, et on pense qu'on peut réellement recréer une telle dynamique. Par contre, sur des codes qui ne sont pas les codes de la filière aéronautique française classique, même si elle s'y adapte, mais qui sont plus issus de la Californie. Donc on en parlait au début de l'émission, on a ouvert depuis 1 mois un bureau plutôt business à Los Angeles, parce qu'en effet, beaucoup d'investisseurs sont américains, des investisseurs français, évidemment, européens, mais le marché de l'aviation d'affaires est un marché quand même significativement américain, 70% du marché est aux États-Unis. Donc avoir de l'action de communication, avoir de la communication commerciale et de la levée de fonds aux États-Unis, ça fait sens. Donc on a ouvert un petit bureau qui est comparé au bureau toulousain, mais essayer de réunir un peu ces deux écosystèmes. Alors, on a un peu de décalage horaire. Mais l'âme pionnier reste en France, voilà. Tool Engineering, si c'était pas à Toulouse, peut-être qu'à Seattle, on peut retrouver des écosystèmes similaires. Mais c'est vrai que Toulouse est un écosystème de l'aéronautique avec ses écoles. On n'aurait pas pu créer ailleurs, peut-être que Seattle, Toulouse, quelques grandes villes de l'aéronautique. Il y a besoin de travailler avec des filières, avec des fournisseurs, avec des partenaires. On peut pas être n'importe où dans le monde non plus, quoi. Gilles a dit, la vitesse s'est dépassée. Franck May a rebondi. J'en suis assez convaincu. Oui, en théorie, 300 km/h, on divise la conso kilométrique par quasiment 3 par rapport à 900.
Quand on parle d'économie d'énergie, ça va devenir essentiel et sur un Paris-Toulouse, ça reste pas violent comme temps perdu. Oui, bon, on en parle aussi pour la voiture, hein, lever un petit peu le pied. Tout à fait. On a fait le calcul sur un équivalent PC24 sur Paris-Genève, pas Paris-Toulouse, mais le cas d'usage en Europe, c'est Paris-Genève. Un One électrique là, qui serait à une vitesse de turboprop par rapport à un PC24, qui monte moins haut aussi. La différence à l'arrivée, il monte 10 minutes. C'est aussi l'argument d'ATR sur ouais. beaucoup de liaisons. L'ATR fait perdre peut-être 5, 10, 15 minutes, mais en termes de consommation, ça n'a rien à voir. Du compromis. Voilà, du compromis. Eh ben merci à tous, merci une nouvelle fois Valentin, transmets le bonjour à toute l'équipe de Beyond Aero. En tout cas voilà, merci à toutes et tous, vous retrouvez les émissions en replay, je le rappelle, sur nos différents supports, il y a des shorts aussi, sur TikTok, Insta, Facebook, YouTube, enfin la totale, le package, enfin voilà quoi, ça va trop vite hein, maintenant, comme l'aérien c'est la vitesse justement, on en reparlera. Vous m'avez suivi ou pas là? Allez, faut aller manger là, ciao ciao. Salut.